J'ai toujours dit que c'est bien de se battre pour une candidature unique de l'opposition. Mais avant de penser à l'unité des candidatures, pensons déjà à l'unité d'action, à l'unité de stratégie. Cabral Libby donne un cours de droit et de stratégie politique à Maurice Kamto au sujet de sa plainte rejetée par le Conseil constitutionnel. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a 3 sujets que j'ai proposés. Le premier, c'est sur les écueils aux inscriptions sur les listes électorales. Le deuxième, c'est la pertinence de la coalition pour 2025 qui s'en vient, enfin l'élection présidentielle qui s'en vient. Et puis le troisième point, la place des projets de société. Donc, je vais donc tenir un propos liminaire rapidement sur le premier point, sur les écueils aux inscriptions sur les listes électorales. Pour aller vite, je pense que le premier écueil aux inscriptions sur les listes électorales est psychologique. Beaucoup de compatriotes ne s'inscrivent pas sur des listes électorales simplement parce qu'ils se disent que leur vote, le cas échéant, va être volé, donc ça ne sert à rien de voter, donc à rien de s'inscrire. D'autres pensent que de toute façon, même s'ils s'inscrivent, ils ne voteront pas parce que la machine de fraude est telle que leur carte d'électeur ne sortira jamais, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a autant de justifications, de raisons, de facteurs, au demeurant pertinents, qui peuvent, à l'analyse, justifier l'immobilisme d'un certain nombre de personnes. On ne va pas se mettre à psychanalyser tout le monde. Mon idée à moi, c'est que tout cela s'inscrit dans ce que nous appelons l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans les têtes des gens qu'ils ne servent à rien, que leur vote ne servira à rien, que leur implication ne servira à rien. Et puis de toute façon, les résultats des élections précédentes, depuis 1992, semblent créditer ce postulat. Parce que les gens vous diront, oui, mais depuis 1992, c'est les mêmes qui gagnent. Oui, mais les mêmes gagnent parce que justement, le système qu'ils ont mis en place de découragement et de désactivation de la citoyenneté des gens, ça marche. Les statistiques sont là pour le démontrer. En 1992, l'année où tout le monde s'accorde à dire qu'un candidat de l'opposition avait gagné, pas le candidat de l'opposition, parce qu'il faut rappeler qu'en 1992, il y avait, je crois, 7 ou 8 candidats. Donc c'est l'un des candidats de l'opposition qui a gagné, c'était Ni John Frundi. Mais au bout, je crois qu'on lui a donné 34 ou 33%, ou 36%, et Paul Biya, je crois qu'on lui a donné 39%. Je rappelle qu'en 1992, on avait toujours une élection à un tour. Donc ceux qui disent oui, à une élection à un tour, ça ne peut pas marcher, mais on avait une élection à un tour, Frundi a gagné. Je rappelle aussi qu'en 1992, on n'avait même pas encore Elekam. Parce qu'avant Elekam, il y a même eu ONEL, Observatoire des élections. Donc on n'avait même pas l'ONEL. On n'avait que les sous-préfets et, si vous voulez, l'administration qui supervisait les élections. Mais malgré tout cela, nonobstant tout cela, un candidat de l'opposition a gagné. Alors la question est, quel est le facteur qui a permis cela? C'est un seul facteur, c'est l'implication des gens. C'est l'implication des gens. En 1992, le Cameroun avait environ 11 millions d'habitants. Il y avait cette année-là 4 millions d'inscrits. Et sur les 4 millions d'inscrits, 3 millions ont voté. Sur 4 millions d'inscrits, 3 millions ont voté. Donc c'est comme si on disait qu'en 2018, il y avait 6 millions et demi d'inscrits et 5 millions et demi ont voté. C'était ça le facteur. Et depuis ce temps-là, parce qu'on a inversé les résultats, plutôt que cela provoque un effet d'engouement, ça a plutôt provoqué un effet de découragement. Mais la seule raison, ce n'est pas l'inversion des résultats. C'est qu'entre-temps aussi, un certain nombre de leaders politiques, derrière lesquels le peuple s'était massivement rangé, ont rebroussé chemin. Et je pèse mes mots. Quand je dis rebrousser chemin, c'est que, rappelons-nous que l'élection de 1992, c'est la première élection multipartiste après un long moment de parti unique. Et par un effet que l'histoire interrogera, William Baïhatu est historien, il faudra un jour qu'on nous explique comment ce sont des transfuges du parti unique qui ont réussi à occuper les premières loges dans l'opposition. Parce que pendant la période du parti unique, il y a eu des opposants, certains contraints d'aller en exil, d'autres sont restés et ont enduré des souffrances. J'aime souvent citer deux d'entre eux, Yondo Black Mandenge, Maître Yondo Black, ou quelqu'un comme Albert Moukompe à son âme qui a perdu la vie après avoir perdu un œil. Et curieusement, après, lorsqu'advient le multipartisme, ce sont plutôt, pour la plupart, des gens qui étaient déjà dans le parti unique, qui ont occupé les premières loges. Ça aussi, ça peut s'expliquer parce qu'en ce moment-là, le modèle de l'homme politique courageux, c'est celui qui a osé quitter le pouvoir pour s'opposer au pouvoir. Ils ont donc relégué au second plan ceux-là qui, eux, s'étaient opposés au pouvoir depuis très longtemps. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Parce que tous ces gens donc, qui avaient été érigés en modèle, qui étaient des transfuges du pouvoir, pas tous, certains, en tout cas une bonne partie d'entre eux, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les choses n'allaient pas vraiment basculer, ils n'ont pas pris le risque de demeurer dans l'opposition, ou plutôt, ils sont demeurés dans l'opposition, mais en se mettant en alliance avec leurs camarades du d'hier. Et c'est ça qui a fait que certains d'entre eux, pour ceux qui sont toujours en vie aujourd'hui au gouvernement, sont en fait des alliés du pouvoir. C'est des données historiques. Certains sont restés dans l'opposition, c'est le cas de M. Ndamdjoya, paix à son âme, ou de M. John Frundi, paix à son âme également, au sujet de qui on a dit plein de choses, mais ce n'est pas le lieu.
Mais je crois que, quand moi, j'ai échangé avec pas mal de Camerounais, beaucoup disaient, ah oui, vous êtes tous les mêmes. Hein. En 92, mes parents ou moi-même, je me suis mis derrière des gens, j'ai tout investi, j'ai enduré un tas de choses. Et puis par la suite, ils nous ont abandonnés en route pour prendre une expression courante au Cameroun et ils sont rentrés avec le pouvoir. Ça a donc créé dans l'espace politique une forme de soupçon permanent au sujet des leaders d'opposition, soupçon dont moi-même d'ailleurs, j'ai souffert ou d'ailleurs peut-être que je continue à souffrir, dont je continue à souffrir, de quoi ne m'a-t-on pas soupçonné, vous le savez très bien. Donc, c'est tout ça qui fait que, mis ensemble, ça peut avoir justifié l'affaissement citoyen. Et je pense qu'il faut dire aux Camerounais que non. La solution du changement, ce n'est certainement pas la désaffection, l'abandon, mais c'est plutôt la participation et l'implication. Moi, c'est ce que je pouvais dire comme propos liminaire sur... je pense que c'est le principal écueil, l'écueil psychologique. Parce que si nous réussissons à dépasser cet écueil, la citoyenneté va être réactivée, l'engagement individuel va être réactivé, et je suis à peu près sûr que le reste va suivre. Logique. Maintenant, pour revenir rapidement à l'actualité récente, parce que ça fait des gorges chaudes suite à la décision du Conseil constitutionnel, elle-même subséquente à la requête qui a été introduite par un parti d'opposition, parce que j'ai dit aux gens dans une publication qu'il fallait surtout pas s'arrêter à ça, j'ai eu droit, enfin ça a donné lieu à un débat assez nourri. Hier, on a évoqué la question. Que dit la loi au Cameroun? C'est très simple. La loi au Cameroun dit que, je crois que c'est l'article 71, je ne sais plus, on a lu tout ça hier, ou 79, je ne sais plus. En matière d'inscription sur les listes électorales, en ce qui concerne les erreurs, les omissions ou les doubles inscriptions, on peut saisir le conseil électoral. Et si le conseil électoral, par requête, ne donne pas une suite à cela, je précise bien les trois chefs qui peuvent justifier la saisine du conseil électoral en contestation au regard du code électoral, c'est les erreurs sur votre nom, l'absence de votre nom sur la liste alors que vous en avez la preuve que vous êtes inscrit, ou alors la double apparition de votre nom ou d'un nom sur une liste électorale. Et pour ces trois chefs ou l'un de ces chefs, cumulativement ou individuellement pris, vous saisissez par requête le conseil électoral qui doit donc procéder aux corrections. Et si le conseil électoral ne procède pas aux corrections, il vous reste une voie de recours, c'est le tribunal de la cour d'appel compétent, territorialement compétent, que vous saisissez sans autre forme de procédure ni frais, qui lui est obligé de statuer sur la question dans les 5 jours qui suivent. Voilà ce que dit le code électoral. Et c'est une question que nous avons abordée hier. Et on est tous hier arrivés à la conclusion, en relisant le code électoral, que la loi n'a rien prévu comme recours, de façon expresse, sur la lettre. La loi n'a pas dit quelle est l'instance qu'on doit saisir lorsque la liste électorale n'est pas publiée. Et sur les listes électorales, la loi électorale est également claire. Elle demande à Elecam de publier les listes provisoires. Là, c'est bien mentionné au pluriel. Les listes provisoires avant le 20 octobre. À l'effet de permettre aux personnes inscrites qui disposent d'un récépissé, en précisant, hier nous l'avons lu, la loi dit que lorsque vous vous inscrivez sur les listes électorales au Cameroun, on vous délivre un récépissé. Et que ce récépissé sert exclusivement à faire des réclamations ou des contestations. Donc, la loi qui donne à Elecam jusqu'au 20 octobre pour publier les listes provisoires donne donc la latitude aux personnes inscrites qui ne verraient pas leur nom alors qu'elles ont la preuve qu'elles sont inscrites, qui verraient leur nom entaché d'erreur ou qui verraient leur nom apparaître plusieurs fois, pourraient donc saisir Elecam en ce moment-là. Et une fois que ces corrections sont faites, la loi dit que le directeur général des élections, après avoir reçu les PV de correction de tout cela, publie donc la liste électorale au plus tard le 30 décembre. Et en ce moment-là, l'article 80, je crois, Roland va corriger tout à l'heure, puisque c'est elle qui disait hier, parle bien de la liste électorale. Donc, on est fondé de demander au directeur général des élections de publier la liste électorale nationale. Ok. Et ils ne l'ont pas fait. En lieu et place de la publication de la liste nationale électorale, ils ont publié les listes dans chaque commune. Et comment d'ailleurs? En affichant simplement, comme ils l'ont toujours fait, et en disant aux gens qui voulaient faire des vérifications, d'aller donc au niveau de l'ECAM. Et l'ECAM n'a pas publié, le directeur général des élections n'a pas publié la liste. Ok. En rappelant que aucune disposition légale au Cameroun ne donne les voies de recours lorsque le directeur général et l'ECAM n'a pas publié la liste. Mais, alors, je suis très heureux que la requête qui a donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel alimente les débats. Ça donne juste l'occasion de rappeler qu'avant ça, il y a eu 2 démarches. D'abord, la démarche du groupe des 7. Alors, vous savez que le parti politique PCRN que je dirige fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des 7, qui a consacré plus d'1 année à travailler sur l'écriture d'un code électoral alternatif, que nous avons d'ailleurs proposé au gouvernement et à plein d'autres personnes. Et malheureusement, vous connaissez la suite. Le jour même qu'on devait présenter ça à Wilton, on a envoyé une escouade mixte de gendarmes et de policiers. On n'a pas pu le faire. Alors, ce groupe a saisi le conseil électoral, lui demandant de publier la liste électorale.
Et je peux parler d'autorité parce que l'un de mes vice-présidents, M. Axel Ebé, a participé à cette réunion avec le président du conseil électoral. Le président du conseil électoral, à l'occasion de cette réunion, a reconnu que Elekam n'avait pas respecté la loi sur ce coup-là. Mais a dit qu'en fait, c'était matériellement impossible de publier 8 millions de noms ou 7 millions 8 de noms sur un mur. Et à l'occasion, nous, on leur a dit, et il ne s'est d'ailleurs pas arrêté, il nous a donné un certain nombre d'éléments techniques qui rendaient cela difficile. Nous, on lui a dit que publier une liste ne veut pas forcément dire l'afficher. Nous, on avait besoin, on lui a donc demandé de mettre à notre disposition et à la disposition de tous les partis politiques dont les membres sont inscrits dans les commissions d'inscription, la clé USB dans laquelle il y a la liste électorale nationale. Cela nous permettant, en fait, de voir un peu comment est-ce que la démographie électorale est implantée sur toute l'étendue du territoire et de procéder aussi à notre niveau à un certain nombre de vérifications que nous leur donnerions par la suite. Il a fait la promesse de donner les clés. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas tenu sa promesse. Il y a aussi cette démarche qui a été entreprise par M. Abdourahmane Amadou. Je crois d'ailleurs qu'il vient de relancer quelque chose aujourd'hui. J'ai vu ça circuler dans les réseaux sociaux. Lui, je crois, avait saisi le tribunal administratif qui lui aussi s'est déclaré incompétent, comme l'a fait le Conseil constitutionnel, je crois. Donc voilà des démarches qui avaient déjà été entreprises et qui n'ont pas prospéré. Et c'est après cela, comme moi j'ai dit, c'est même pas la peine de s'arc-bouter sur des choses, sachant très bien qu'ils n'ont pas l'intention de les faire prospérer. Revenons à notre responsabilité individuelle et impliquons-nous. Parce que les listes qui sont à disposition dans les communes, les antennes communales de l'ECAM, on peut y accéder. On peut très bien y accéder. Et toutes les vérifications que l'on veut faire, en fait, on peut les faire au niveau de la commune. Si un parti politique est bien organisé, ou alors si tous les partis politiques d'opposition s'organisent, ils peuvent le faire. Et je suis constant sur ce point. J'ai toujours dit que c'est bien de se battre pour une candidature unique de l'opposition. Mais avant de penser à l'unité des candidatures, pensons déjà à l'unité d'action, à l'unité de stratégie. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, partis d'opposition, de nous mettre ensemble, de nous organiser pour faire ces vérifications commune par commune? Rien ne nous en empêche. Et c'est à cette responsabilité individuelle que moi j'appelle maintenant, pour sortir de là, faisons une petite étude comparative. Et je crois qu'hier encore on a abordé la question. Posons donc une question toute simple. Dans combien de pays au monde, la liste électorale unique, dans combien de pays au monde, et tout à l'heure les gens vont prendre la parole et ils vont nous donner des expériences des pays où ils se trouvent. Dans combien de pays au monde, la liste électorale nationale a-t-elle été publiée? Parce que moi, ayant fait une petite étude comparative, voici ce que j'ai découvert. Dans un pays où j'ai été il n'y a pas longtemps, le Sénégal, on a tous suivi l'élection présidentielle du Sénégal, dans un pays à côté du Sénégal qui est la Côte d'Ivoire où je vais souvent, et dans d'autres pays dans le monde. En fait, ce qui se passe, c'est ce que Elekam faisait déjà. Je rappelle, Elekam l'a déjà fait par le passé, et l'office du baccalauréat le fait au Cameroun. Ça veut dire, on vous dit, vous allez sur une plateforme, vous intégrez votre nom, et je crois votre numéro d'inscription, et on vous donne votre situation sur la liste électorale nationale. C'est cela qui se fait en grande majorité partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce que le président du conseil électoral avait dit aussi. Et lorsqu'on y réfléchit, vraiment je sors par là, même du point de vue technique et même du point de vue légal, ok, on met donc dans un site internet les noms de tous ceux qui sont inscrits. Rappelons que c'est une inscription biométrique. Donc, si on doit publier la liste électorale, on doit la publier avec les photos des gens, avec leur nom, ainsi de suite. De toute façon, comme c'est déjà affiché, ça peut aussi être fait de façon numérique. Mais reconnaissons quand même que c'est beaucoup plus fastidieux. Et même du point de vue de la légalité, on pourrait trouver des choses à dire. Mais de toute façon, la loi demande de le faire, donc il faut le faire. On n'est pas là pour justifier la violation de la loi. Mais toutes les autres vérifications qu'on veut faire, essayons d'y réfléchir. On me dit, si on a le fichier numérique de la liste électorale nationale, on va vérifier s'il y a des morts ou pas. Mais combien de personnes qui sont en train d'écouter ici ont vu, cette année ou l'année d'avant, un membre de leur famille décédé? Certainement beaucoup. Est-ce que tous ont fait des actes de décès? C'est une question qu'il faut poser. Parce qu'en réalité, il est quand pour toiletter les listes commune par commune, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent des communes, justement, et récupèrent les noms des personnes figurant sur le fichier des actes de décès, et à partir de là, ajouter aux actes de décès qu'ils reçoivent des usagers. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous, quand les gens décèdent dans leur famille, ils établissent des actes de décès et vont les donner à Elekam. Et sur la base, première chose, il faut avoir l'information sur ceux qui sont décédés. Moi, je vais vous faire un aveu. En gagnant les élections législatives dans ma circonscription où je suis député, je vous avoue, je ne suis pas allé chercher à savoir qui était mort, qui n'était pas mort sur cette liste électorale. On me dit qu'on peut aussi trouver des doublons. Bien sûr qu'on peut trouver des doublons. Parce que sur une inscription biométrique, s'il y a effectivement des informations biométriques exactes qui reviennent plusieurs fois, c'est des doublons. Mais ça ne veut pas dire que deux personnes ne peuvent pas porter le même nom sur une liste électorale. Ou que deux personnes portant le même nom et nées tous les jours ne peuvent pas figurer
sur une liste électorale. Parce qu'on peut bien avoir des cas où des gens portant le même nom sont nés le même jour et figurent sur la liste électorale. Dans ce cas, le seul indicateur que vous pouvez avoir, c'est les photos. C'est un travail fastidieux que même des applications permettent de faire. Moi, je vous avoue quand même que pour me faire élire, je ne suis pas allé chercher tout ça. Et je ne sais pas quel est le candidat en 2018 ou à l'élection présidentielle qui avait pris la peine d'aller faire tout ça avant. Parce que c'est un travail fastidieux, je suis totalement d'accord. Mais faut-il vraiment y mettre de l'énergie maintenant? Parce que moi, je peux vous dire que si vous mettez en place un bon système de surveillance du vote, les gens peuvent être inscrits 1000 fois sur le fichier électoral. Le vote se gagne commune par commune, bureau de vote par bureau de vote. Et moi, je vous dis que dans aucun des bureaux de vote de ma circonscription où j'ai été élu, quelqu'un pouvait voter 2 fois. C'était impossible. Parce que les personnes que nous avons mis dans les bureaux de vote, on n'avait plus la peine de les former avant, ce que nous essayons d'ailleurs de faire aujourd'hui déjà au sein du PCRN, sur les différentes techniques de fraude qui existent. Et des gens d'ailleurs, je dis bien formés et triés. Parce qu'il y a même un comportement qu'il faut avoir dans un bureau de vote. Et quelqu'un faisait le témoignage hier d'une circonscription où on avait pris les gens à la dernière minute, ils se sont constitués en prestataires, et chaque fois qu'on leur donnait de l'argent, ils s'en allaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout cela, c'est très bien. La loi est violée, la lettre de la loi est violée. Et nous sommes tous en train d'évoquer tout ce qui pourrait être fait. Et moi, je vous dis, nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle, pendant que nous savons très bien que ceux qui nous gouvernent mettent tout ce qu'ils peuvent en mouvement, ce qu'on appelle la sophistication de la fraude, pour la préserver. Ben, ce n'est pas la peine de disperser des énergies. Parce que même lorsqu'on se met à communiquer beaucoup là-dessus, comme c'est le cas là maintenant, il y a beaucoup d'esprits fragiles qui croient vraiment que, parce qu'on aura publié une liste nationale électorale, c'est par là qu'on va gagner une élection. Et que si on ne publie pas cette liste, c'est ça qui est le plus grave, comme on n'a pas publié cette liste, alors la fraude est insurmontable, alors ça ne sert à rien de s'inscrire, alors ça ne sert à rien de voter le cas échéant. Voilà les risques psychologiques. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, ce qui me préoccupe, depuis 2017 que je suis dans l'espace politique, c'est le verrou psychologique. Et souvent, j'ai découvert, et j'y ai participé pendant longtemps, je n'ai eu de cesse de faire mon mea culpa là-dessus, chaque fois que nous répandons dans l'opinion le caractère insurmontable de la fraude électorale, contrairement à ce que nous pensons, ça affaiblit les gens, ça affecte les gens. Et ça les éloigne de ce qui est le plus important. C'est mon approche. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut rester là, à parler de cela, d'accord, faites-le. Faites-le. Mais en même temps, ce que je ne comprends pas, c'est que pendant que certains se battent pour la publication de la liste électorale nationale, ils n'acceptent pas que d'autres puissent dire que vraiment, pendant que d'autres se battent pour ça, il y a ce que nous pouvons faire maintenant. Faisons-le. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ça me rappelle juste, et je suis juste amusé parce que il y a une histoire que moi j'aime bien raconter. Lorsque nous avons lancé 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits en 2017, beaucoup de gens avaient estimé que c'était une opération financée, portée, initiée par le pouvoir. Et à l'époque, on s'entendait dire que c'était une opération de diversion. Et il y a un personnage public que moi j'aime toujours citer. Il s'appelle Célestin Djamène. Il nous a baptisés à l'époque les cabris. C'est comme ça que le mot cabri était né. Il avait dit, ces gens, c'est des écervelés, c'est de vrais cabris. C'est une vidéo d'ailleurs que nous avons archivée et que nous ressortirons à l'occasion. Et il disait, à la suite, il faut être fou pour penser que on peut déloger Paul Biya par les urnes. Mais curieusement, Célestin Djamène, souvenez-vous, a pris une balle en caoutchouc dans la cuisse après l'élection présidentielle de 2018. Et pourquoi avait-il pris une balle? Il était dans une marche de contestation, revendiquant la victoire de son candidat par les urnes. Celui qui nous avait traité de cabri et de cervelé. Parce qu'on disait aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, et qui lui, en ce moment-là, disait aux gens que ça ne servait à rien de s'inscrire sur les listes électorales, a quand même revendiqué la victoire par les urnes de son candidat. Et même a pris une balle dans la cuisse. Il n'a jamais eu l'honnêteté de revenir devant le peuple pour demander pardon pour cette méprise. Mais au-delà, combien de gens a-t-il induit en erreur pendant qu'il nous traitait de cabri et qu'il disait que ça ne servait à rien? Voilà, c'est ça qui est regrettable. Et heureusement, beaucoup à l'époque de ceux qui disaient que ça ne sert à rien de s'inscrire, aujourd'hui ont repris le chemin de la sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc, évitons la dictature des deux côtés. Ceux qui pensent qu'il faut se battre pour que la liste électorale nationale soit publiée, c'est très bien, puisque je vous dis que le PCRN l'a fait dans la démarche commune qui nous a conduit devant le président du conseil électoral. Il n'y a pas de souci. Mais à côté de cela, moi je dis aux gens, ne perdons pas de vue qu'on a en face de nous des gens qui ont sophistiqué la fraude électorale et qui ne redoutent qu'une chose, c'est la participation massive du peuple aux élections. Et c'est une chose qu'ils ont réussi à installer depuis 1992. Et pour moi, c'est ça la priorité. C'est là-bas qu'il faut s'investir prioritairement, sur le terrain de la participation, de l'engagement individuel. Tout le reste des arguments que les gens vous sortent au quotidien, ce sont des arguments farfelus.
Je répète, ce sont des arguments farfelus. Si je n'avais pas été candidat à une élection présidentielle, si je n'avais pas été candidat aux élections législatives et que j'avais gagné, et on n'a pas gagné que dans ma circonscription, on a gagné également un siège dans le Vouri, on a gagné un siège dans la Sanaga maritime, je n'y étais pas candidat. Le PCRN a des élus loin dans le septentrion, à Menganga. Abdourahmane Mokhtar, qui est là, va certainement prendre la parole tout à l'heure et va vous dire comment ils se sont battus pour avoir 5 ou 6 conseillers municipaux là-bas. Demandez à Bruce Maëlé et oh, j'oublie le nom du camarade, à Kribi, comment ils ont obtenu respectivement 28 et 34%. Demandez aux camarades de Kaikai comment ils ont obtenu 45 ou 46% au municipal. Demandez à Atouane comment il a gagné les élections à Konyambeta et qu'on les a inversées. Parce que 3 de nos camarades qui étaient dans les bureaux de vote, sur les 25 qui existent à Konyambeta, c'est une petite commune, on a gagné sur 22 PV. Et c'est sur les 3 PV que nous n'avons pas pu avoir. Et où nos camarades, et dont les détenteurs, nos camarades, avaient disparu de la circulation pendant une semaine, ce sont ces 3 PV-là qu'on nous a ramenés, que Elekam nous a ramenés et sur lesquels il était inscrit 100% pour nos concurrents. Ils nous ont battus à la ligne d'arrivée, je crois, avec 50, je ne sais combien %. Voilà la vérité. C'est pour ça que je vous dis que tout le reste est farfelu. Lorsque des gens, dans un bureau de vote à Douala, un de nos camarades nous ramène le PV à l'élection présidentielle sur lequel il est inscrit que j'ai 0%, 0%. Alors que lui, il dit avoir été dans le bureau de vote de 8h à 18h. Simplement parce qu'il a pris de l'argent à un moment de la journée. Il a même oublié que le PV qu'on lui avait donné en remplacement marquait que lui-même n'avait pas voté pour son propre candidat. Certainement déstabilisé par l'argent qu'on lui avait donné. Voilà la vérité. Et chaque fois qu'on veut invoquer ces questions de responsabilité personnelle, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas bien. Simplement parce que certains d'entre eux pensent que écrire sur Facebook, c'est ça qui va chasser un pouvoir, qui a sophistiqué la fraude. C'est pas vrai. Bavardez comme vous voulez. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, ça ne sert à rien. On se prévaut tous d'une diaspora énorme. Ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. D'ailleurs, maintenant qu'ils ont senti qu'il y avait un engouement, ils ont même créé un autre truc depuis l'an dernier, où on demande maintenant aux gens de justifier leur présence à l'étranger pour s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui participe de ce que j'appelle la sophistication de la fraude. Et moi, je dis à ceux qui sont dans la diaspora, c'est bien d'envoyer de l'argent au pays, notamment pour ceux qui sont dans des diasporas où ils envoient de l'argent au pays. Demandez à ceux à qui vous envoyez de l'argent de s'impliquer pour le changement. Parce que le jour où le changement arrive, vos charges s'allègent. Donc cette question, elle est fondamentale. La question de la responsabilité individuelle, de l'implication individuelle. Je vous dis, je le répète, tout ceci est enregistré, montrez-le à qui vous voulez. Les arguments, la plupart du temps, qui sont développés par des gens, sont des arguments farfelus. J'ai gagné, moi, une élection. Et j'avais les résultats à 58% à 1h du matin. Je n'ai pas fait de magie. Quand j'ai senti qu'il voulait absolument changer les résultats, c'est là que j'ai mis les bidons d'essence. Parce que je savais que de toute façon, le maire Tchok, le maire des États aujourd'hui, qui était à la commission, est entré en commission avec tout le lot de PV. Et tout le monde connaît l'histoire. Les originaux, peut-être pas tout le monde, les originaux qui étaient transportés par Honorable Njip et Honorable Rolando ici, qui est ici, elle pourra raconter. On a envoyé une voiture les agresser entre Ezeka et Boumiebel. Ce qui les a sauvés, c'est un coup de hasard, c'est une crevaison à la sortie d'Ezeka. Parce qu'un des policiers du commissariat spécial qui les appelle, qui appelle Rolando et lui demande où elle est, en lui disant de faire très attention, parce qu'il y a un véhicule qu'on a mis à leur trousse qui doit les rattraper dans un bosquet, avec des gens armés qui doivent les agresser, arracher les originaux des PV. Parce que dès qu'on est dépourvu des originaux des PV, ils peuvent donc fabriquer des PV qu'ils vont amener en commission, qui porteront des résultats différents des originaux que nous on avait. Parce que Tchok, il était allé avec des photocopies. Et ils savent que dès que vous n'avez plus les originaux, vous pourrez toujours brandir un document, on vous dira que c'est vous qui l'avez fabriqué, parce que voilà les originaux. Et il y a tellement à dire sur cette affaire-là. Parfois on se demande même, si plein de gens qui parlent de changement tous les jours veulent le changement. Alors c'est ma théorie, c'est mon postulat, c'est ma posture. Vous voulez le changement, vous devez vous impliquer pour le changement. On ne délègue pas le changement. On ne laisse pas aux autres le travail.